dans cette mouvance-là, mais on va trouver donc un intérêt donc, pour l'islam comme une religion finalement très très loin de l'image qu'on peut en avoir au XIXe siècle. C'est plus la religion naturelle, hein, c'est plutôt la religion qui a conservé des traditions. Donc en fait, et un goût pour la langue aussi, et là encore pour une langue dont on veut conserver la forme, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, on peut s'intéresser à la calligraphie, ça touche en fait sociologiquement un monde assez large pour sans doute des raisons qui ne sont pas si éloignées que celles qui ont pu pousser disons, toute une génération, enfin, des savants, enfin, de futurs savants, des étudiants à faire l'apprentissage de l'arabe. Je ne sais pas comment, si tu as quelques questions que tu... Peut-être, moi, c'est modernisateur en fait. Tu nous les as décrits, si j'ai bien compris, entre d'un côté des gens qui disent l'arabe classique c'est appelé à devenir une langue d'élite comme le latin, une langue morte d'une certaine manière. C'est William Marsay, on est à la fin du 19e. Et puis d'un autre côté, la langue vulgaire, c'est un patois qui lui aussi est appelé à disparaître parce que la langue de la modernité, c'est le français. Ça, c'est à partir de la fin du 19e, voilà. À terme. Alors, c'est ça, pour William Marsay, mais je pense pour la plupart des arabisants de l'école d'Alger, ils le voient comme ça. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est un petit peu plus tard et ils ne sont pas à Alger. Je pense à Jean Le Serre, par exemple, hein, qui donc, on est, je sais pas, né dans les années 1890, on va dire, hein, mort dans les années 1970, qui doit... Alors, je ne sais pas pour quelle raison il va se faire l'apprentissage de la langue arabe, vivement qu'il commence en province. Là aussi, c'est juste de toute façon un excursus pour dire qu'à partir donc, de la fin du 19e siècle, on peut faire l'apprentissage de l'arabe, pas seulement à Paris, et via des instituts coloniaux, qui en fait ont des enseignements de la langue arabe, avec souvent d'ailleurs des professeurs qui viennent du Maghreb, ou d'Égypte, mais ensuite du Maghreb, ou de Syrie aussi. Donc lui, il commence à être en poste au collège Sadiki, c'est-à-dire en fait à l'établissement secondaire destiné aux élites musulmanes, où il enseigne sans doute les lettres à Tunis, et puis après il va partir en fait au Proche-Orient, et là on a un homme qui, sans doute parce qu'il est au Proche-Orient, a conscience en fait de la vitalité de la littérature arabe moderne, et considère véritablement qu'il y a un avenir, que cette langue arabe n'est pas du tout destinée à mourir, y compris au Maghreb. Ensuite, il va être appelé à enseigner donc, à Alger, on est après la Seconde Guerre mondiale, et là, il est en décalage par rapport à ses collègues de l'Université d'Alger, et on est à Alger, qui sont très Algérie française, et donc, bon, on enseigne l'arabe, mais en même temps, on ne veut pas que les étudiants musulmans qui se constituent en association et qui commencent à bouger, la distance, elle est là. Il faut rester fidèle à notre communauté française et au projet d'une Algérie française porteuse des Lumières et de la civilisation contre, en fait, des déstabilisations. Alors, on est après 45, il y a d'autres dimensions, le communisme, enfin, c'est encore d'autres éléments qui entrent en compte. Mais c'est aussi très différent. Enfin, là, on voit qu'il y a par rapport au projet de Sylvestre de Sacy. Parce que... Alors, Sylvestre de Sacy, je ne sais pas s'il a un projet, parce que... Oui, justement, on n'a pas de... Il a en tout cas un goût, un intérêt, un amour, on peut dire ça, je pense, pour la langue classique et pour le patrimoine. Alors, le terme est peut-être un peu... Il ne l'utilise pas, mais il n'est pas complètement anachronique. Disons qu'il a conscience de la valeur, en tout cas il a le sentiment de la qualité, de la valeur de tout un corpus littéraire ancien qu'il s'agit donc de réexhumer, d'éditer le plus proprement possible, même le plus bellement possible, comment dire cela, avec une dimension universelle. C'est-à-dire que les travaux qui sont publiés, qui sont imprimés à Paris, cela va servir aux savants européens, mais cela doit aussi servir aux savants musulmans.
Après, le projet, je ne peux pas vraiment dire, je ne sais pas s'il y a un projet politique, et puis on est encore dans une période, par exemple, l'impérialisme français n'est pas encore 1830 jusqu'en 1830-34, l'expédition d'Alger, mais est-ce que ça va aboutir à une domination, en fait, à une maîtrise du territoire durable? Il meurt en 1838. Certes, il contribue à l'élaboration de ce fameux texte, donc à l'élaboration d'un texte en arabe qui doit être diffusé aux populations donc, à Alger, mais c'est pour permettre donc aux Algériens de se libérer du jeu ottoman, et pas nécessairement dans le but de l'imposition d'une autorité française, et sans doute pas, moi je ne crois pas du tout que justement pour cette génération-là, il y a l'idée à terme là d'une francisation. On est encore chez, mais je ne sais pas comment ils voient l'avenir de la langue arabe. Ça, je ne pourrais pas m'avancer. Un élément quand même aussi que j'avais entreaperçu, entre-temps, donc il y a eu d'autres travaux sur Sylvestre de Sacy, il y a eu un colloque, une publication récente, mais je m'en étais aperçu en faisant la thèse. On le présentait traditionnellement comme un homme complètement coupé dans son cabinet, mais s'intéressant pas du tout au monde réel, et donc s'intéressant pas du tout au parler. En réalité, si, il est quand même très curieux. Hein. Il a toujours des interlocuteurs, justement, des droguemans qui sont au Maroc. Et en fait, il essaie de ramasser tout ce qui est intéressant, y compris sur les langues parlées, y compris éventuellement sur le berbère. C'est des choses qui l'intéressent. Mais tout en considérant que la langue, en fait, dans sa forme ancienne, la langue arabe et la langue des grammairiens arabes donc des périodes anciennes est une langue qui est remarquable par sa clarté, par son élaboration rationnelle, en fait. C'est quelque chose là qui attire son intérêt. Comme aussi comme l'expression de quelque chose qui est de l'ordre du divin, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une des langues de l'humanité, en fait. Une belle réalisation de l'humanité. Et est-ce qu'on peut dire que l'enjeu qui traverse le 19e siècle, c'est de faire ou pas de l'arabe la langue de la modernité, et de la modernité dans tous ses aspects, y compris techniques? C'est un enjeu qui se pose pour cette génération de réformateurs, modernisateurs, hein, qui sont souvent, certains sont saint-simoniens. Les saint-simoniens, en tout cas, ont tout à fait accompagné cette volonté de modernisation de la langue arabe. Hein. Il y a publié un journal en Algérie qui était très clairement en faveur de ce type de politique. Et donc là, ça se développe en effet à partir de la début des années 40, 1840, fin des années 1830, début des années 1840. Mais ça n'a pas, en tout cas, en Algérie, ça perd pied après 1870. Mais ça donne cette impression-là, vu d'Égypte aussi, c'est-à-dire qu'il y a, dans les années 1840, il y a tout un mouvement de traduction en arabe de la technique, donc il y a un enseignement en arabe à l'école des ingénieurs, et c'est totalement remis en cause en fin de siècle, où on est obligé de passer par les langues européennes pour accéder à la technique. Alors quand je dis que ça perd pied, c'est que ça avait aussi une dimension de langue arabe algérienne, langue arabe maghrébine, justement, comme étant liée aussi, en fait, avec une Afrique du Nord française, et se distinguant de ce qui se fait en Orient. Alors, du point de vue de la typographie, ça se marque aussi par des essais de typographie utilisant des caractères maghrébins, alors que c'est les caractères orientaux qui vont s'imposer, hein, le masré plutôt que l'écriture maghrébine. Là, on a quelques exemples en fait d'ouvrages imprimés avec des caractères maghrébins qui témoignent bien de la volonté d'affirmer une sorte d'arabe moderne maghrébin moyen.
ça ne marche pas. Après, en fait, ensuite, l'arabe, langue de la modernité, le modèle, ce sera un modèle du Mashrek. Pour un Le Cerf, et puis bien sûr pour les modernisateurs au Maghreb. Enfin, pour le coup, pour ceux qui vont développer, disons, qui vont s'engager dans le mouvement arabiste ou panarabiste en fait. Ils vont chercher les lumières du côté de l'Orient, les réformateurs du côté de l'Orient, et les références littéraires du côté de l'Orient, même si tout ça n'est pas absolument simple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi le sentiment, y compris aujourd'hui, de réaffirmation. Moi, j'avoue que de réaffirmation de l'identité maghrébine, justement, face à un Orient qui est dominateur et sûr de soi. Et donc là, on va retrouver justement même, je crois, dans les questions à la fois de lecture et de graphie, une sorte d'intérêt qui ressurgit pour des graphies de type maghrébin. Ouais, moi, j'ai entendu récemment au Maroc l'idée qu'un projet d'éducation qui prenne en compte les langues locales soit une scolarisation d'abord en berbère, puis en darija, puis en fosra. Oui, mais là, je pense que les choses sont en train de changer beaucoup. Enfin, depuis quelques années, je ne pourrais pas le dater, mais c'est un processus visible au moins sur une décennie, voire un peu plus, où cette affirmation d'une langue arabe unique, où vraiment il est hors de... Enfin, où c'est très... Le discours, c'est quand même... c'est de généraliser une langue arabe... enfin, oui, haute plutôt d'ailleurs, en fait. Ce diktat, ce projet s'est affaibli. Alors, puisque tu as évoqué la question de la réforme de la graphie, je voulais juste évoquer, même dans ces générations, disons, très arabistes, et donc pour le Maroc, sans doute considérant qu'il ne fallait pas laisser de place, qu'il ne fallait pas donner ou qu'il n'y avait pas vraiment de place pour le berbère dans l'avenir. Le nom va m'échapper, mais quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'Institut pour l'arabisation, qui était d'ailleurs un agrégé d'arabe du système français. Et là, on peut tirer les fils, j'expliquerai un petit peu mieux. Lui considérait, donc, promouvoir l'arabe, donc arabiser, ça c'était très clair, et en même temps, avec la conscience que l'arabe, dans sa graphie incomplète, posait problème pour une scolarisation, un enseignement de masse, et donc lui était véritablement, considérait qu'il fallait absolument une langue arabe qui soit vocalisée, qu'il n'y ait pas que cette langue, pour pouvoir devenir une langue permettant, disons, une démocratisation de la culture, il fallait qu'elle soit lisible intégralement par quelqu'un qui a fait des études primaires et qui peut après avoir oublié après ses études primaires, qui constatait, sans doute par le travail sur le terrain, que en fait, après les études primaires, eh bien, donc, les élèves, et puis ceux qui ne continuaient plus leurs études, étaient incapables de faire une lecture correcte. Sauf que ça n'a pas ces projets, en fait, n'ont pas abouti, en tout cas, n'ont pas eu d'effet généralisé. Et pour faire le lien avec les arabisants français, c'est pas un hasard s'il était donc issu de la... En fait, c'est quelqu'un qui est passé par les collèges musulmans donc